faut rappeler un peu l'histoire de l'Afrique. C'est un continent dans lequel, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque coloniale, souvent, il y a eu de grandes et brillantes civilisations un petit peu partout, dans toutes les régions de l'Afrique. Dans la région du Sahel, il y a eu plusieurs empires qui se sont succédés du 7e, du 8e siècle jusqu'au 16e siècle. Dans la région du Congo, il y a eu aussi des empires et des royaumes importants avec des civilisations brillantes. Ça fonctionne pour l'instant. Merci. Et puis au Zimbabwe aussi, enfin dans toutes les régions de l'Afrique pratiquement, bien entendu en Éthiopie, etc. Nous avons eu des cultures, des civilisations brillantes, culturellement, économiquement aussi. Et il se trouve qu'il y a eu une rupture assez forte, assez violente, à partir du XVIe siècle, pour différentes raisons, essentiellement le contournement maritime des côtes africaines, le fait que l'or ne soit plus tellement extrait à partir de l'Afrique, mais de l'Amérique latine, etc. Et puis, en fait, la colonisation elle-même n'a pas du tout relancé le développement de l'Afrique. On peut dire que dans les années 60, au moment de la décolonisation, beaucoup de pays se trouvaient en fait dans une situation extrêmement mauvaise. Et alors pour différentes raisons aussi, j'y reviendrai. Alors il est important d'expliquer pourquoi il y a une telle pauvreté. Alors, je rappelle quelques chiffres quand même. 3 Africains sur 4 vivent dans des pays qui n'assurent pas un niveau de développement humain satisfaisant d'après l'ONU, selon les critères de l'IDH, alors qu'il n'y en a que 1 sur 5 dans le reste du monde. Vous avez en plus tous les problèmes de la pauvreté, c'est-à-dire le mauvais accès à la santé, à l'éducation, à l'électricité, etc. Et puis, vous avez en plus de ça une forte inégalité. Et alors, pour donner un exemple aussi de pauvreté, si vous prenez les 17 pays les plus pauvres du monde, ils sont tous africains, le 16e étant l'Afghanistan. Donc ils sont tous derrière l'Afghanistan, enfin pour les 17 les plus pauvres. Alors comment expliquer une telle situation? C'est d'ailleurs une question qui hante souvent les Africains eux-mêmes, leur conscience. Pourquoi sommes-nous dans cette situation, se disent-ils? Alors, il y a traditionnellement, disons, 2 explications qui sont extrêmement simplistes, qu'il faut rejeter, il faut aller au-delà. Une explication qui dirait c'est de la faute de l'impérialisme, une explication qui dirait c'est la faute des décisions individuelles et collectives des Africains. En fait, il s'agit de voir si c'est effectivement de la faute de ce qu'ont fait les Africains ou s'ils ont hérité d'une situation contre laquelle ils ne pouvaient rien, c'est-à-dire quels sont les éléments de fatalité et quels sont les éléments que l'on peut plus facilement changer. Il y a des éléments de fatalité qui sont très importants et qui sont souvent négligés par les Européens, qui sont la géographie elle-même, le fait que l'essentiel des populations soit enclavé, c'est la seule région du monde en développement dans cette situation géographique. Il y a aussi des maladies beaucoup plus développées en Afrique que partout ailleurs. Il y a aussi, par exemple, la mouche tsetse qui n'existe qu'en Afrique, qui empêche pratiquement l'élevage. Il y a des éléments aussi historiques évidents. Alors, bien entendu, l'esclavage a frappé tout particulièrement cette région du monde. Les 2 ou 3 traites, c'est-à-dire pas seulement la traite atlantique dont on parle beaucoup, à juste titre, aussi la traite arabo-islamique qui a été beaucoup plus longue et finalement plus désastreux accords, mais même l'esclavage interne à l'Afrique aussi, qui a freiné dans une certaine mesure aussi le développement. Et puis la colonisation, j'en parlais tout à l'heure, elle a causé en fait un véritable traumatisme. On ne peut pas faire le bilan objectif du pour ou du contre, des bienfaits ou des méfaits. Je crois que l'essentiel à retenir, c'est plutôt le traumatisme que ça a causé. Le traumatisme à la fois matériel, en détruisant tout un système politique, tout un système de valeurs, toute une hiérarchie, etc. Et aussi un traumatisme psychologique qui, lui, persiste en fait aujourd'hui. J'y reviendrai assez longuement sur ce sujet, parce qu'il y a un contentieux qui existe entre l'Afrique et l'Occident qui n'est pas soldé, à mon avis, aujourd'hui. Alors, il y a aussi des causes purement institutionnelles. Je ne vais pas évoquer toutes les causes, corruption, pillage, etc., je n'ai pas le temps d'en parler, mais je voudrais mentionner les causes institutionnelles qui sont un peu moins citées, qui sont très importantes, à mon avis, qui sont presque essentielles et qui expliquent beaucoup de choses. Vous aviez en Afrique, comme ailleurs dans le monde en développement,
des sociétés traditionnelles qui étaient fondées sur des ordres fermés, des sociétés hiérarchisées, où ce qui était important, c'est les relations interpersonnelles. Il fallait connaître les dirigeants ou être dans la mode caste, etc. Même dans certains cas qui n'ont pas disparu, ces institutions peuvent être extractives, c'est-à-dire qu'un clan au pouvoir monopolise les rentes minières ou autres. C'est l'opposé d'une société égalitaire, ouverte à relations impersonnelles, avec des règles prévisibles, où le mérite l'emporte sur le rang dû à la naissance. Voilà, alors ces sociétés égalitaires ouvertes, elles se mettent en place en Afrique depuis des décennies, mais on est encore dans une situation un peu intermédiaire et beaucoup de sociétés ne sont pas encore des sociétés véritablement ouvertes, encourageant la mobilité sociale, encourageant l'esprit critique, avec des règles impersonnelles, prévisibles, etc. Et ceci explique assez largement, à mon avis, le déficit de développement et donc la pauvreté. Alors pourquoi une telle situation, spécialement en Afrique, vous me direz? Eh bien, pour une raison historique importante, c'est que les États postcoloniaux ont des histoires courtes et que le passage de sociétés à ordre fermé à des sociétés ouvertes avec des règles impersonnelles, prévisibles, avec une confiance qui s'établit plus facilement, une prévisibilité. Ce passage, il s'est fait partout dans le monde, dans toutes les sociétés, mais ça a mis beaucoup de temps à se faire en Europe ou ailleurs. Ça a mis des siècles, avec souvent des événements brutaux, des révolutions, des mutations, etc. L'histoire africaine postcoloniale est trop courte encore aujourd'hui pour permettre l'achèvement de cette évolution vers des institutions favorables. Alors naturellement, ça dépend des pays, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés dans cette voie que d'autres, d'autres qui sont plus en retard, mais moi j'interprète l'essentiel du problème de déficit de développement par cette cause institutionnelle, parce que le progrès économique ne se fait que lorsque des conditions institutionnelles particulières sont réunies. Ce n'est pas seulement une question de capital, de formation, d'éducation, d'économie d'échelle, d'ouverture. Il faut que des institutions politiques, privées aussi, soient favorables. Et ça, c'est d'ailleurs un économiste américain qui a eu le prix Nobel pour avoir détaillé cela, qui s'appelle Douglas North. Avant lui, Karl Popper l'avait dit aussi, etc. Donc c'est un point important. Alors un autre point très important et également qui commence à apparaître un peu plus clairement pour tous, c'est la cause démographique. Les sociétés africaines sont caractérisées encore aujourd'hui, enfin l'ensemble du continent africain, par une démographie très élevée, puisqu'on a 4,7 enfants par femme en moyenne sur le continent, mais beaucoup plus dans pas mal de pays, et avec des taux de croissance démographique de jusqu'à 4% par an. Et donc on ne peut pas en fait développer correctement une société qui a déjà un déficit de développement quand on fait face à une telle charge démographique, parce que la population d'enfants en particulier est très élevée, les gens en âge de travailler sont peu nombreux, et donc il y a un déséquilibre, et en plus, évidemment, il y a le problème de la formation qui n'arrive pas à suivre les naissances. Et donc cette jeunesse qui pourrait être un atout, dont on espère qu'elle deviendrait un atout, ne l'est pas lorsque la situation est hors contrôle. Alors il y a d'autres sujets plus difficiles à aborder, mais sur lesquels je m'étends longuement dans le livre, et j'y reviendrai un peu plus en détail. Ce sont les causes culturelles. Est-ce qu'elles sont un frein, parce que le mot obstacle est certainement trop fort, au développement? Il faut éviter à ce sujet l'essentialisme, c'est-à-dire le fait de considérer les cultures comme des choses figées, imperméables au changement, imperméables à l'environnement. Ce n'est pas le cas, et il faut éviter donc de surévaluer ce facteur culturel, mais il existe néanmoins, et je vais le détailler un petit peu dans les grandes transformations. J'aborde ma deuxième partie, qui sont les grandes transformations en cours en Afrique. Alors, une transformation que j'ai déjà un petit peu évoquée, c'est celle de l'État. Je pense que les 48 pays d'Afrique subsaharienne, moi je ne parle que du sud du Sahara, évoluent tous vers un État-nation et un État de droit moderne. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire est trop courte pour avoir achevé complètement cette évolution. Mais soyons sur ce sujet quand même afro-optimistes, c'est-à-dire je constate, et je ne suis pas le seul, par exemple
L'institution Mo Ibrahim, qui évalue la gouvernance africaine, le constate aussi. Il y a une évolution positive, il y a une amélioration des structures étatiques, des institutions. Les choses vont dans le bon sens à peu près partout en Afrique. Évidemment, il y a des obstacles que je n'ai pas le temps de détailler, mais globalement, les choses progressent, je pense. Deuxième chose qui va de pair, alors il y a un débat là-dessus, enfin je l'esquisse très très vite, vous savez qu'il y a le professeur Badi qui dit que l'État moderne n'est pas adapté à l'Afrique, que ce serait une greffe qui ne prend pas, etc. Moi je rejette cette idée parce que dans la notion d'État, il y a un aspect rationnel et donc universel. Il y a certes un aspect culturel aussi, notamment dans la question du contrat social. Il y a les deux aspects, et puis il ne faut pas oublier aussi que l'État n'est pas seulement une invention occidentale, qu'il y avait des États en Afrique, le plus vieil État du monde c'était un État africain qui est l'Égypte, qui était une sorte d'État-nation. Il y a des États un peu partout dans le monde en dehors de l'histoire occidentale, donc ce n'est pas une invention occidentale, il ne faut pas caricaturer les choses. Voilà, donc en plus il n'y a pas de modèle alternatif à un État moderne. Donc, à mon avis, il faut arrêter de dire que l'État-nation ne serait pas quelque chose d'adapté à la réalité sociologique de l'Afrique. Alors, la deuxième chose, la citoyenneté, c'est évidemment quelque chose qui est presque consubstantiel à l'État de droit. Et elle progresse aussi, clairement en Afrique, il y a de très nombreux mouvements, le ballet citoyen, Filimbi, etc., il y en a marre au Sénégal, etc., qui montre une mobilisation croissante des populations en faveur de la notion de citoyenneté. C'est une notion forte qui bute sur deux obstacles, à mon avis, pas sur la question des frontières, etc., j'y reviendrai. Les vrais obstacles sur lesquels bute la notion de citoyenneté, c'est le fait que l'État lui-même n'est pas assez présent. Il est absent de différentes zones, surtout périphériques. Et le deuxième obstacle au progrès de la citoyenneté, c'est la clôture des élites sur elles-mêmes, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure au sujet des institutions. Mais globalement, malgré ces deux obstacles, je pense que ça fait partie des choses afro-optimistes. La citoyenneté va de l'avant. Alors, qu'en est-il des divisions qu'on met souvent en avant, la fameuse question des ethnies, celle des castes, celle des frontières? Alors, je m'y étends assez longuement dans le livre. Je récuse évidemment totalement l'analyse d'un historien comme Lugan, qui fait des ethnies le centre des explications de tous les conflits, etc. Je pense que cette vision est tout à fait inexacte, même si dans certains cas, les ethnies doivent être quand même prises en compte. Je récuse aussi ceux qui disent que les ethnies sont une pure création coloniale, etc. Il est important de savoir effectivement que la colonisation a influé sur les ethnies, a essayé de les exploiter, de les structurer, de les hiérarchiser, etc. Un des exemples d'ailleurs les plus récents, c'est l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, où toute la population noire n'avait pas la citoyenneté sud-africaine, était rattachée à une ethnie, laquelle était rattachée à un bon tout ce temps. C'est la logique de Bernard Lugan, d'ailleurs, qui souhaitait un État blanc en Afrique du Sud, pour diviser les ethnies, séparer les ethnies, etc. Cette logique est récusée aujourd'hui, je dirais, par l'ensemble des spécialistes de l'Afrique, même s'il ne faut pas aller trop loin dans ce chemin et accepter aussi le fait qu'il y a évidemment des communautés culturelles avec leur langue, leur histoire, qui coexistent au sein des États. Et de ce point de vue-là, il y a en Afrique une beaucoup plus grande diversité culturelle que dans le reste du monde, puisque nous avons environ 2000 langues, peut-être 2000 ethnies si on veut, pour 17% de la population mondiale, sur 3000, sur 6000 langues dans le monde. Donc en gros, la diversité culturelle est triple en Afrique que dans le reste du monde, en matière de langue et en matière d'ethnie. Alors, alors, une autre division qui est peut-être plus importante que les ethnies dans beaucoup de régions, c'est celle des castes, qui a été souvent un peu ignorée. Moi, j'explique essentiellement le conflit du Nord Mali par une question de caste entre Touaregs, n'est-ce pas? Le tiers-état Touareg montant, remettant en cause la hiérarchie des nobles Iforas, et les nobles Iforas qui, pour garder le contrôle de la situation, sont devenus séparatistes, et du même coup, le tiers-état Touareg qui est devenu loyaliste en faveur de Bamako. C'est un exemple parmi d'autres, mais dans les questions de djihadisme, cette question de caste intervient aussi parce que les plus basses castes souffrent
de leur situation, et cette frustration peut être exploitée par les djihadistes et leur idéologie qui est beaucoup plus égalitariste et qui, en tout cas, remet en cause évidemment tout ce qui est traditionnel. Alors, la question des frontières, ça aussi c'est un mythe un peu de dire que les difficultés de l'Afrique viennent de la multiplication des frontières, de la division en 48 États, dont 54 avec le Nord, parce que partout dans le monde les frontières sont artificielles. Elles ne le sont pas beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs. J'ai pas le temps de développer ça, mais ça a été argumenté par un certain nombre d'auteurs que je détaille un peu plus dans mon livre. Donc voilà pour les divisions. Alors, qu'en est-il des conflits? Puisque souvent, on explique les conflits par ces divisions. Alors, aujourd'hui, les conflits sont beaucoup moins nombreux en Afrique que dans le passé. Donc, il y a une sécurisation du continent qui est très très nette. Moi-même, quand j'étais au Quai d'Orsay, je m'occupais de l'Afrique autrefois, il y avait des conflits sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest et sur toute l'Afrique australe. Ces conflits ont complètement disparu. Il n'y a plus de guerre interétatique depuis assez longtemps. Les dernières étant la région de l'Éthiopie, la Corne de l'Afrique et du Congo. Les conflits internes n'ont certes pas disparu, mais ils se sont beaucoup réduits. Et aujourd'hui, ce sont typiquement des conflits asymétriques avec des petits groupes assez peu actifs, en fait, peu militarisés, qui sont dans des zones périphériques. Le nombre de morts n'est pas très élevé en réalité, par rapport aux guerres classiques en tout cas. Et donc, ce sont des conflits faibles, de basse intensité, et qui... voilà. Alors cette évolution, elle est due à plusieurs choses, aux évolutions sociales dont je parlais. Je n'ai pas parlé de la démocratisation, j'aurais pu le faire, parce que c'est un point très positif aussi. Il y a un avancement de la démocratie. L'Afrique est la seule région du monde qui donne raison à Fukuyama, qui parle de fin de l'histoire et de diffusion de la démocratie et du libéralisme. C'est effectivement la seule région du monde où les démocraties progressent tout le temps, et le libéralisme économique aussi, en fait, largement aujourd'hui. Et ceci explique la baisse des conflits, parce que beaucoup de gens qui sont mécontents se sont trouvés intégrés aujourd'hui dans les structures politiques. Les évolutions sociales, la fin des ingérences, le relatif renforcement des États, tout ceci réduit les conflits internes. Et donc les causes actuelles, c'est dû essentiellement soit à des gens qui remettent complètement en cause l'ordre établi, c'est-à-dire soit les séparatistes, soit les djihadistes. Les uns veulent créer de nouveaux États, les autres veulent créer une nouvelle civilisation, et donc ils remettent en cause les règles du jeu. Et puis, ça se produit surtout lorsque les États sont très fragiles. J'ai parlé de ces États en transition, qui n'ont pas achevé leur évolution. Beaucoup, certains en tout cas, sont restés très fragiles aujourd'hui. C'est même la majorité des pays en Afrique, avec des degrés de fragilité variables. Les plus fragiles sont les États dits faillis. Il y en a 4 ou 5 en Afrique. Somalie, Centrafrique, Soudan du Sud essentiellement, et puis des zones qui posent des problèmes. Alors on retrouve une situation qu'avait décrit Thomas Hobbes au XVIIe siècle, n'est-ce pas? L'État n'est pas là pour protéger les populations, et donc les populations sans cette protection étatique risquent de laisser libre cours à l'affrontement des passions individuelles, que ce soit l'ambition, l'avidité ou bien le ressentiment. Et alors vous me direz, un grand pays comme la RDC, qui est un peu plus grand que 4 fois la France, n'est pas un État failli. Il y a des zones de guerre dans l'Est, et quand même l'essentiel du pays est en paix. Et ça, c'est dû, ça s'explique théoriquement, non pas par Thomas Hobbes, cette fois, ça lui donne tort, en quelque sorte. Ça donne raison à John Locke, en fait, son successeur, en quelque sorte, philosophe britannique aussi, qui lui explique qu'une société peut très bien cohabiter pacifiquement, et que l'État doit quand même essayer de protéger la société civile. Alors, en RDC, ce rôle est assuré plutôt par l'Église, qui fait un ciment social. L'Église catholique, en particulier, a un rôle, je pense, assez bénéfique en RDC, qui empêche un peu les gens de tomber dans une situation obésienne. Alors, au sujet des grandes transformations, il faut surtout parler, si j'ai un peu le temps, encore 5 minutes peut-être, de la culture. La culture traditionnelle, avec toutes ces croyances, et notamment sur la maladie, l'enfant, la sorcellerie, etc., évidemment sont en transformation, ou se désagrègent quelquefois. Elles reposaient sur une négation du hasard et une sorte de rationalité, en fait, une rationalité mystique. En Occident,
Ce qui a permis le développement, c'est la rationalité théorique, critique, autocritique. En Afrique, vous aviez dans les sociétés traditionnelles une rationalité mystique qui expliquait tout, en fait, par des raisons de puissance mystique. C'était la négation du hasard, en fait. Ces cultures traditionnelles demeurent en partie, puisque vous savez qu'il y a des relations avec les aînés, avec la famille, une solidarité familiale très forte, etc. Un certain nombre de valeurs de convivialité et de solidarité qui étaient très bien adaptées aux sociétés anciennes dans un environnement hostile et qui sont aujourd'hui beaucoup moins bien adaptées dans des sociétés modernes qui sont fondamentalement mouvantes, qui recherchent le risque, l'individualisme, le mérite, etc. Et donc, c'est un frein possible. Je parlais tout à l'heure de cette question culturelle dans les freins possibles du développement. La culture traditionnelle demeure en partie un frein possible. Alors, il y a plusieurs auteurs africains qui ont écrit là-dessus, j'en parle dans mon livre. Une deuxième difficulté ne vient pas de ces cultures traditionnelles, mais vient plutôt des élites. Et alors là, on trouve deux phénomènes. Un phénomène qui n'est pas propre à l'Afrique, qui est propre à toutes les régions en développement, c'est le problème classique de l'ouverture à la modernité, n'est-ce pas? La modernité remet en cause les racines culturelles anciennes, les religions qui sont ancrées dans le passé, et elles apportent aussi un risque de dépersonnalisation. Ça, c'est le premier, ça peut susciter une réaction. Et le deuxième problème, c'est le contentieux particulier qui existe avec l'Occident. L'Occident colonisateur, qui est toujours suspecté d'être, comme il ne s'est pas repenti véritablement, qui ne reconnaît pas vraiment les torts qu'il a pu faire, il est encore suspecté aujourd'hui d'avoir un rôle de domination, et le développement lui-même est considéré par certains, dans les élites, comme une sorte de nouvelle idéologie qui serait une pensée dominante, dominatrice, une espèce de ruse de l'impérialisme, etc. Et vous retrouvez cette idée assez fortement chez pas mal d'intellectuels africains aujourd'hui, que je cite dans mon livre, et qui ont développé ce qu'on appelle le principe d'indigénéité, ou le fétichisme des valeurs culturelles. Alors si on regarde de façon plus précise, on verra que dans le temps se sont succédés plusieurs mouvements, la négritude, qui à mon avis confondait un peu l'acquis et l'inné, l'afrocentrisme qui considérait que toutes les civilisations du monde venaient de l'Afrique, et aujourd'hui on est plus dans l'indigénéité, dont un des écrivains d'ailleurs plus nuancé peut-être que ce que je dis est Felwine Sarr, qui évidemment on n'est pas forcément dans le rejet complet, on peut être plus nuancé et vouloir éviter, c'est la partie rejet, d'être une copie ou un mimétisme des valeurs occidentales et des cultures occidentales et du développement économique occidental surtout, mais aussi mettre en valeur les cultures africaines, etc. Alors le problème, c'est qu'il y a tout un éventail d'opinions à ce sujet, et certains sont un peu extrémistes et sont complètement dans le rejet quelquefois même de la science, en disant qu'il faut reconstruire une science sur des bases africaines, etc. Là, évidemment, ça va trop loin, à mon avis. Alors ça, c'est des exemples de réactions dans le domaine culturel. Dans le domaine religieux, il y a d'immenses transformations. Vous avez tous entendu parler de la multiplication des églises syncrétiques, afro-chrétiennes, etc., églises du réveil. Il y en a en fait de deux sortes, celles qui sont dans la famille protestante, avec les pentecôtistes, les évangéliques, les méthodistes, et celles qui sont plus originalement africaines, avec des nouveaux prophètes et des visionnaires, et qui ont créé eux-mêmes de très nombreuses églises. Quelquefois, ça dérive un peu vers le business aussi, et donc on a vu parler de Silicon Valley religieuse en Afrique, de start-up religieuses, etc. Avec des gens, moi j'en ai vu, qui me remettaient leur carte, leur business card, et c'était marqué prophète dessus. Et ça existe aussi. Alors, vous avez aussi une diversité dans le monde musulman qui est très importante. Au départ, c'était un monde homogène du point de vue musulman, enfin à peu de choses près. C'était l'islam malikite soufi avec différentes confréries, mais ce n'était pas fondamentalement différent. Vous avez une diversité qui s'est créée aussi en réaction aux influences extérieures, au choc des influences extérieures, au traumatisme acculturatif. Et c'est essentiellement l'islam politique sous ses deux variantes,
les frères musulmans, qui sont encore assez peu répandus en Afrique au sud du Sahara. Les frères musulmans, ils veulent rester dans le système politique, mais faire de l'islam une valeur fondamentale. Sur le fond, leur mouvement, c'est surtout une réaction contre l'Occident. C'est un peu, pour paraphraser Molière, cacher cet Occident que je ne saurais voir, et donc refonder tout sur des valeurs islamiques. Il y a une autre version qui, elle, est littéraliste et qui revient aux sources. Donc au 7e siècle, le prophète n'est pas mort en 632, au début du 7e siècle, première moitié. Et ils ont une lecture littérale et ils rejettent donc les 14 siècles de tradition islamique et d'élaboration théologique islamique. Et donc c'est une véritable machine à remonter le temps qu'ils nous proposent. Et c'est le wahhabisme, le salafisme, l'établi, qui se sont diffusés en Afrique par des prédicateurs venant de l'extérieur, soit du Golfe, soit d'Asie. Il y a d'autres mouvements, je n'ai pas le temps de citer, l'Izala, le mouvement Ibaou Rahman au Sénégal, le mouvement chiite au Nigeria, etc. Il y a une très très grande diversité. Et puis vous avez la dernière variante, qui est évidemment celle dont on parle le plus, et qui est une variété violente et nihiliste du sectarisme, qui est le djihadisme. Mais lui aussi, il est venu au départ d'un choc acculturatif, n'est-ce pas? C'est l'effacement des systèmes symboliques et explicatifs traditionnels au départ, la perte de la transcendance, la perte de l'imaginaire, la recherche aussi d'un nouveau groupe de pairs, de gens qui vous ressemblent. Et puis on tombe, à ce moment-là, quand on a perdu toutes ces références religieuses et culturelles, qu'on n'a plus de transcendance, plus d'imagination, on tombe facilement sous le coup des gens qui tiennent des discours de certitude, et donc on entre dans des sectes. Alors se rajoute à ça le fait qu'il y a une radicalisation aussi causée pour des causes socio-économiques, plus une idéologie qui explique et qui exploite ça, l'idéologie djihadiste. Alors bien entendu, j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais ça n'a plus aucun rapport, un faible rapport, disons, avec le Coran lui-même, qui n'est pas du tout dans cette ligne. Je détaille ça dans mon livre. Il y a eu des théoriciens du radicalisme islamique au XXe siècle, le plus connu c'est Saïd Qutb, qui réinvente complètement une idéologie djihadiste offensive, anti-arabe au départ. Et aujourd'hui, nous avons en Afrique un certain nombre de facteurs facilitateurs de ces mouvements djihadistes, le recul des États, l'absence de développement, bien sûr, la violence qui s'exprime contre ces groupes, quelquefois, puisque Boko Haram et les Shebabs sont tous les deux au départ nés de répression excessive, la dualité de l'enseignement avec les écoles arabophones sont débouchées, les écoles publiques très dégradées, la multiplication des écoles coraniques, souvent par des ONG venant du Golfe, la frustration des castes inférieures dont j'ai parlé tout à l'heure, les conflits peuls, agriculteurs, nomades agriculteurs, parce que dans ces parties de territoire où il n'y a pas de justice et où il n'y a pas d'État, les djihadistes ont fait souvent des tribunaux islamiques, donc ils ont assuré le premier service public nécessaire en fait, qui est la justice, qui est le plus important, et ils ont assuré aussi le service d'ordre. Et donc ils ont fait ce que Hobbes demandait à l'État en quelque sorte, c'est-à-dire d'assurer un certain ordre et une certaine protection. Et ça explique en partie le succès du mouvement djihadiste dans certaines régions, certainement en Somalie et au Nord Mali. Il y a des zones où les djihadistes assurent une sorte de service public qui est certes très insatisfaisant de notre point de vue, mais qui est mieux peut-être pour les populations qu'une anarchie complète ou que la présence de fonctionnaires d'État qui peuvent être quelquefois des gens qui sont corrompus ou qui sont même des prédateurs. Et puis, dernier élément, le souvenir des djihad du 19e siècle, mais c'était des djihad malékites, soit de la Qadriya, soit de la Tijaniya, des confréries malékites soufis. C'était des djihad quand même assez fondamentalement différents des djihad modernes du XXe siècle, dont j'ai dit qu'ils avaient été inventés par Saïd Qutb, qui a été pendu au Caire en 1966. Alors, peut-être pour conclure, c'est ma troisième partie, comment éviter ces scénarios de dégradation, de stagnation, comment favoriser les meilleurs scénarios du développement, de l'émergence, de la sortie de crise. Alors, je crois que la première action doit porter sur la démographie. C'est un domaine totalement délaissé par les bailleurs de fonds, peut-être parce que c'est un sujet sensible, mais c'est un sujet sur lequel il est possible d'agir et sur lequel il faut agir un peu plus.
Désolé, il y a mon téléphone qui sonne. Et donc la démographie, c'est on pourrait donner quelques chiffres, n'est-ce pas? Le Nigeria va avoir 440 millions d'habitants en 2050 et 800 millions en 2100. Donc, il faut faire, voilà. Donc il y a une explosion démographique en Afrique qui est incompatible avec le développement. Je crois que la priorité des priorités, c'est de traiter cette question. La deuxième grande priorité, c'est de traiter l'éducation. Or, l'éducation ne fait que 7% de l'aide publique au développement dans le monde et 2% seulement de l'aide française au développement. Ces chiffres sont sidérants quand on sait que c'est vraiment la première grande priorité. La troisième priorité, c'est la fragilité des États. Alors je salue ici la présence à la fois du général Didier Brousse, qui représente la coopération militaire française, et de Tennis Société, qui fait de la formation militaire, parce que c'est un domaine extrêmement utile. Plutôt que de faire de l'aide traditionnelle, comme si les sociétés étaient solides et prêtes à absorber tout ça, il faut s'occuper de la fragilité des États. Alors la fragilité des États, c'est essentiellement l'armée. Il est évident que la crise du Mali, si l'armée malienne avait tenu le choc, il n'y aurait pas besoin de faire un traitement de crise extrêmement coûteux et relativement inefficace comme aujourd'hui. Donc il faut que les pays tiennent le choc de quelques groupes armés qui peuvent les défier, c'est tout à fait important. Et il faut aussi que la justice soit beaucoup plus développée, que la gendarmerie et que la police soient développées. Pour le moment, je constate que ce n'est pas une priorité de l'aide au développement. D'ailleurs, ce n'est même pas considéré en général comme de l'aide au développement dans les statistiques. Moi, je plaide pour qu'il y ait des transferts massifs vers la direction du général Brousse, ici présent, à partir de l'aide publique au développement, de l'Agence française de développement. Voilà, et vers Témis aussi, bien sûr, parce que franchement, c'est une priorité. Ça traite la fragilité des États. On construit sur du sable, n'est-ce pas, avec des projets de coopération. C'est bien de faire un hôpital, mais si rien n'est solide derrière, l'hôpital ne fonctionnera pas et finalement, il sera brûlé par des rebelles. Et ça s'est produit en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Le lycée français a été brûlé comme ça. Et puis, évidemment, les autres points sont plus connus, je ne les développe pas, les infrastructures, l'agriculture, l'attractivité des investissements étrangers. L'Afrique ne reçoit que 3% des investissements étrangers dans le monde, contre 30% pour l'Asie ou 20% pour l'Amérique latine. Mais c'est dû à ce qu'on a dit avant, c'est dû à la fragilité des États, aux problèmes de sécurité, sécurité physique, sécurité juridique, donc on retrouve la question des États, etc. Alors je vais conclure là-dessus, n'est-ce pas? Je crois que il y a un certain nombre de défis en Afrique. Un certain nombre de pays les ont relevés. Le Ghana, peut-être la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie est en train de les relever, le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud. Donc il y a une dizaine de pays peut-être, plus les petits pays qui sont le Cap-Vert, le Botswana, les Seychelles, etc. Un certain nombre de petits pays ont relevé ces défis. Donc ils sont relevables. On peut améliorer la démographie, l'éducation, la fragilité des États, les infrastructures. C'est faisable. Mais ça suppose quand même des changements assez fondamentaux dans nos manières de procéder. Il faut s'inspirer des réussites de ces pays africains et aussi en Asie. N'est-ce pas? En Asie, ils ont mis l'accent sur l'éducation. Ça a été la grande priorité. À Singapour, au départ, personne presque ne savait lire et écrire. Aujourd'hui, ils sont en premier dans tous les classements mesurant les niveaux d'éducation. J'ai pas eu le temps de donner des chiffres, mais l'éducation est dans une situation très dramatique en Afrique, n'est-ce pas? Il y a dans beaucoup de pays africains plus de la moitié des enfants qui ne terminent pas l'école primaire. Il y a sur la moyenne du continent africain 57% des enfants qui ne vont pas au bout du secondaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et qui est assez fortement négligé aussi par l'aide publique au développement. Et je terminerai là-dessus.